iragile ngira me forora. Deme baba ninga falenebe iragile ngira me forora. Imuti mirio kui mede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Inconditionnel manège de savoir. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. C'est d'ailleurs un réel plaisir de vous savoir très très nombreux devant votre petit écran. Aujourd'hui, Monsieur Émile Stéphane Amoubep nous fait le plaisir et l'honneur de nous visiter. Monsieur, bonjour et bienvenue à Manège que vous connaissez très bien, que vous regardez très souvent. Merci, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Et nous voulons entrer dans votre petit jardin secret, mais pas tellement. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, je suis Émile Stéphane Abel Amoubep, promoteur immobilier, chef d'entreprise et cadre politique. En quelque sorte, j'ai plusieurs casquettes. Oui. Peut-être dans la conversation, nous allons dérouler d'autres. Mais voilà en quelque sorte la personne de Émile Stéphane Abel Amoubep. Oui. Merci déjà, plusieurs casquettes comme vous avez dit. Nous aurions voulu que vous choisissiez celle que vous portez le mieux, celle qui vous plaît le mieux. Mais personnellement, je suis flattée par la casquette qui a la forme du toit. Donc, le logement. Et parce que c'est un problème, c'est une problématique aujourd'hui dans nos villes, dans notre pays. Oui, comme vous le savez, l'État déploie beaucoup de moyens, mais jusqu'ici, le déficit reste toujours et demeure. Malgré les efforts de l'État, on a vu à un moment donné, l'État prend les dispositions pour mettre sur pied un cadre qui peut permettre à chaque citoyen d'avoir un logement. Jusqu'ici, les efforts déployés par l'État, dans le cadre des structures comme la Maïtu, on a vu Mipromalo, on a vu la SIC, on a vu plusieurs structures. Et aujourd'hui, nous, les promoteurs immobiliers, nous arrivons dans ce domaine pour apporter notre appui afin que la politique prônée par le président de la République, n'est-ce pas, dans le cadre du logement, puisse trouver un écho très favorable. Mais à l'heure actuelle, c'est l'appui des différents partenaires et aussi de l'État dans le domaine privé qui ne suit pas et ne nous permet pas, n'est-ce pas, de pouvoir réaliser les différents projets. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour qu'il y ait des solutions adéquates, des solutions probables pour que les gens se logent? Nous avons souvent pris soin de signer des accords avec des collectivités pour permettre à ce que ces collectivités puissent sécuriser déjà les différents espaces, c'est-à-dire que nous sortons des différents titres fonciers, nous réalisons des lotissements afin que ces lotissements obéissent au plan d'urbanisation. Et c'est à partir de ces lotissements que les privés peuvent acquérir des espaces et pouvoir construire. Mais vous savez que la promotion immobilière, c'est de créer des nouveaux quartiers. Et c'est ça le véritable problème. Pour créer un quartier, il y a un plan d'urbanisation, il y a le type de logement qu'il faut aujourd'hui réaliser. Et là, une seule personne, un groupe ne peut pas véritablement réaliser s'il n'y a pas l'appui considérable de l'État. Et aujourd'hui, l'État fait appel aux partenaires de l'extérieur. Et les conditions ne sont pas toujours favorables pour que ces partenaires qui viennent de l'extérieur puissent garantir les financements. Et c'est là le véritable problème. Parce que celui qui vient de l'extérieur pour financer un projet au Cameroun, il doit s'entourer de toutes les garanties qui vont permettre à ceux qui rentrent en possession de son investissement. Et en plus, les conditions même pour rendre disponible ces financements, c'est aussi ça. Parce qu'il y a les lenteurs administratives. Monter les dossiers, c'est aussi le parcours du combattant. C'est à partir de là qu'il y a un blocus
pour que tout suive le discours du président de la République. Nous pensons que si, dans le montant des dossiers, le crédit foncier qui est sur place pouvait accompagner des promoteurs immobiliers, parce qu'à un moment donné, on nous a dit que le crédit foncier était liquide, mais il manquait des projets. Mais dans le cadre de ces projets, les projets sont là. Mais dans le montage des projets, il y a certaines dispositions qui empêchent à ce que le crédit foncier puisse financer. C'est là le véritable problème. Sinon, aujourd'hui, on se plaint des personnes qui construisent dans les lobbies et quand il y a inondation, il y a beaucoup de dégâts. Et voilà un autre problème que l'habitat cause dans nos villes. Dès le départ, on devrait mettre sur pied une politique qui empêche totalement la construction dans ces lobbies. C'est ça le véritable problème. Lorsque quelqu'un a déjà fait des efforts, il a construit et que l'inondation arrive, les voies d'accès d'eau sont bouchées, ça se passe comment? C'est l'inondation et la population souffre. On revient casser. Si la mairie même n'arrive pas à acquérir des espaces, demander les espaces à l'État, au ministère des Domaines, pour caser certaines populations, ça devient compliqué. Nous, ici à Douala, nous avons ici des zones de recasement. Et dans ces zones de recasement, les qui sont recasés là-bas, les populations continuent à souffrir. C'est une politique qui doit être respectée dès la base. Lorsqu'on sait c'est un endroit qui est interdit de construction, quelqu'un vient déposer le conteneur pour la première fois, met le parpaing, la mairie doit automatiquement réagir. On doit interdire la construction, on doit empêcher la construction. Mais quand on laisse, les dégâts vont suivre après, puisque d'une manière ou d'une autre, même si c'est par la force naturelle, les uns et les autres vont se retrouver dans des difficultés. Et ceci obéit au plan d'urbanisation, que ce soit à la communauté urbaine, que ce soit dans les mairies d'arrondissement. Nous pensons qu'ils ont le plan d'urbanisation de la ville. Donc la ville ne doit pas être occupée en désordre. Lorsqu'on laisse le désordre s'installer et qu'on se réveille plus tard pour casser, c'est un autre problème. Il faut dédommager. Il faut dédommager, effectivement, c'est ça. Parce que pour casser, lorsqu'on casse, on doit dédommager la personne. Parce que dans le plan d'urbanisation, on retrouve des espaces pour des marchés, des espaces pour des écoles, des espaces pour quoi que ce soit. On n'a pas besoin qu'un projet arrive dans un quartier et on commence à rechercher où est-ce qu'on va implanter le projet. Quand on regarde, automatiquement, on doit mettre le projet à tel endroit. C'est occupé par des gens. Qu'est-ce qu'on doit faire? On casse. C'est-à-dire que l'État dépense doublement parce qu'il faut casser, il faut mettre les moyens pour casser ces gens et il faut mettre les moyens pour dédommager les gens qu'on casse. Or, si on suivait le plan d'urbanisation, normalement, l'État n'allait pas dépenser. Mais autre préoccupation, c'est vrai, vous me direz que vous n'êtes pas entrepreneur, mais il se pourrait qu'aujourd'hui, avoir une maison relève de la croix et de la bannière parce que le matériel ou les matériaux de construction sont assez chers. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux personnes qui ont des moyens, qui n'ont pas assez de moyens? Faut-il toujours rester au parpaing, tôle, ou on peut changer de manière de faire? À l'heure actuelle, il y a plusieurs projets en matériaux locaux. C'est-à-dire que la terre, il y a plusieurs... Vous savez le projet Mipromalo. Oui. C'est avec des briques de terre. Et des tuiles. Oui, des tuiles. Donc, à l'heure actuelle, il y a plusieurs projets qui sont mis sur pied pour que l'habitat devienne moins cher. Mais le problème, c'est la politique qui accompagne. Par exemple, même s'il faut construire un matériau comme, je prends un peu le ciment, on a cru à un moment donné qu'avec peut-être 3 sociétés, 3 usines qui fabriquent le ciment ici, ça va réduire considérablement le coût du sac. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. À l'époque, quand c'était une seule structure, ciment, on se disait que c'est cher, c'est cher. À un moment donné, on a importé le ciment, on a dit que c'est cher. Aujourd'hui, nous avons des structures qui fabriquent sur place
Mais au moins, on devait aujourd'hui acheter un sac de ciment à 2 000 francs. Tout à fait. Et là, ça devait faciliter la construction des maisons et pas n'importe quoi. Et ça devait permettre à ce que les gens respectent le plan d'urbanisation. On devrait voir des quartiers naître, des nouveaux quartiers et pas de n'importe quoi. Mais si le matériel est cher, beaucoup vont... nous avons des chantiers abandonnés. Les gens qui commencent, à un moment donné, n'ont plus les moyens pour vraiment poursuivre leur projet. Mais ce que nous souhaitons, c'est que l'État, comme le ministre du Commerce, regarde, jette un coup d'œil de ce côté, parce que nous ne pouvons pas fabriquer ici le fer et que le fer coûte plus cher. Nous ne pouvons pas fabriquer le ciment ici et que le ciment coûte plus cher. Il faut permettre à ce que ce matériel, même le matériel local, quelqu'un veut construire en terre cuite, il va trouver la terre là-haut. Les projets là se font où? Ceux qui fabriquent, c'est où? Donc c'est ça le véritable problème. Même ce matériel-là, pour acquérir ce matériel, tu ne vas pas facilement trouver ça quelque part. Donc nous sommes dans beaucoup de projets et nous pensons que l'État va continuer sa mission. Mesdames, Messieurs, vous êtes à bord de Manège de Savoir qui reçoit ce jour un grand patriote, un amoureux de la paix. Il est donc Monsieur Abel Amoulep. Monsieur, vous avez cité plusieurs casquettes. Nous aimerions porter une autre, la politique. Quels sont vos atomes crochus avec la politique? Oui, avec la politique, je suis un cadre du RDPC, je suis militant du RDPC. Donc, convaincu ou bien j'adhère aux idées du renouveau. Oui. Et je suis un des militants de la première ère du président Biya. Et il semble que les militants sont ceux-là qui ne veulent pas qu'il y ait de l'ordre. Parce qu'ils sont, comme entre guillemets, du pays organisateur, comme disent les autres. Qu'en dites-vous? Non, je ne pense pas. Vous savez, dans chaque maison, on dit souvent qu'il y a les troubles faits. Oui. Il y a ceux qui arrivent dans une maison, n'ont pas de programme, ne suivent même pas le projet, ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et il y a ceux qui arrivent et savent pourquoi ils sont là. C'est pour dire que, même dans le RDPC, on trouve des gens qui sont là, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Mais nous autres, pour ma part, je suis là parce que j'ai adhéré à l'idée du renouveau, dans la politique des grandes ambitions, la politique que mène le président Paul Biya depuis qu'il est président national du RDPC. Personnellement, j'adhère à sa politique. Et dans ce cadre-là, quelle action vous menez au niveau même de votre village, au niveau d'où vous êtes, par exemple à Douala, où vous travaillez également? Qu'est-ce que vous menez concrètement comme action? En dehors des réunions où sûrement vous êtes appelé à prendre part? Non, là, de ce côté, que ce soit dans mon village, que ce soit ici, je ne vais pas tout citer, mais je crois que j'agis plus dans le social. Oui. Oui, en agissant dans le social, c'est pour permettre à ce que, là où je me trouve, que les gens vivent à l'aise. Oui, c'est là l'action. Parce que la finalité, c'est que la population vive dans un cadre décent. Et c'est là mon action, c'est là la bagarre de tous les jours, parce que le désordre ne paye pas. C'est quand on vit dans la paix qu'on peut
recevoir beaucoup de choses. Donc, dans le cadre de mon village, j'ai pu peut-être électrifier ma localité, on a mis des adductions d'eau, mais dans le cadre de la politique ici, vous savez, on a plusieurs fois organisé des équipes d'autodéfense. Vous avez les années de 90, ici à Douala. Nous avons travaillé pendant longtemps. Notre zone, de Koti, à l'époque, j'habitais au PK10, la zone de Koti, PK8 jusqu'au niveau du génie militaire. Nous, on avait une équipe d'autodéfense, puisque à un moment donné, dans cette zone, qu'est-ce qui nous amène à organiser l'autodéfense? On a été surpris qu'au niveau du carrefour, avant le carrefour Cité des Palmiers, on avait brûlé les roues. Oui. Et ça nous a permis rapidement de nous organiser. Et on avait l'appui à l'époque du génie militaire qui nous assistait lorsqu'il y avait quelque chose. Et ça a permis à ce que cette zone ne vive pas l'effet des villes mortes. Oui. Parce qu'il y avait le marché, il y avait tout, les gens vivaient là comme s'ils n'étaient pas à Douala. Et aujourd'hui, dans le cadre des jeunes, des championnats, on a pu organiser. On a vu ici le cyclisme reprendre à Douala. J'ai même organisé le Grand Prix du Littoral. Nous sommes passés par Yabassi, là où on n'avait jamais vu le vélo. Ouais. Donc, les populations de Yabassi étaient vraiment émues, puisque la boucle a commencé. Nous avons commencé par Pouma, Edea, Douala 3e, Yabassi, Loum. Donc, on a fait le tour du littoral. Et par rapport à ça, il y a d'autres choses que je ne vais pas citer, parce que, vous savez, oui, c'est souvent bien qu'on découvre l'homme. On connaît le maçon au pied du mur. Oui. Je ne vais pas moi-même faire les éloges sur moi-même. Non, mais en fait, ce n'est pas tellement de l'éloge, mais c'est également pour partager ce que vous faites pour permettre que ceux-là qui n'ont pas la mobilité ou qui n'ont pas cette facilité d'agir, parce qu'ils ont peur, qu'ils sachent que chacun, à son niveau, a quelque chose à faire pour construire le Cameroun. Oui, la preuve en est, nous vivons à l'heure des renouvellements des organes de base. Vous voyez qu'au niveau de mon arrondissement, de Douala 3e, j'ai pu rendre disponible aux militants 20 000 cartes, 20 000 vignettes pour des militants. Oui. Je viens en appui et j'ai dit que je ne venais pas pour des groupes. Il faut une équipe qui doit travailler pour 3 ans à l'horizon de l'élection, oui, des élections qui vont venir. Donc quelqu'un ne vient pas là pour dire que les élections, je vais devenir maire, je vais devenir député. Non, non. À l'heure actuelle, il faut organiser le parti, maintenir la flamme du parti jusqu'aux élections législatives et municipales. Bon. Je n'ai pas choisi un camp pour dire je distribue à tel groupe, oui, je ne distribue pas à l'autre groupe. Non, je distribue à tout le monde pour permettre, parce qu'aujourd'hui, l'arme pour choisir l'homme qui va représenter le parti, c'est avoir sa carte, savoir ses vignettes et les supports. Mais si tu n'as pas, tu n'es pas électeur. Le président Biya veut être sûr que dans 2 ou 3 ans, voici le nombre de militants que j'amène aux élections. Les convaincus? Les convaincus. Que j'amène. Oui, oui, les convaincus. Voici le nombre des convaincus. Et en plus, en dehors des convaincus, nous avons les sympathisants. Et en dehors des sympathisants, les actions menées sur le terrain vont nous amener d'autres qui sont dans d'autres partis, qui vont croire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe qui peut travailler. C'est ça l'essentiel. Donc nous pensons que, en fait, les actions que nous posons dans le cadre du parti tendent à ramener les choses en bonne direction. Aimé Stéphane, nous sortons de cet entretien. La dernière question qu'on aimerait vous poser, c'est celle de savoir quelle est la place que Dieu occupe dans votre vie. Wow! Mais vous savez, Dieu occupe dans ma vie la première place. La première place parce que je suis fils de Dieu, je suis croyant, et Dieu est premier dans ma vie. C'est grâce à Dieu que je suis là où je suis aujourd'hui. C'est Dieu qui a voulu que je sois là, parce que Dieu dit dans sa parole qu'il te sort de là où tu es, il te hisse dans la maison des grands, au milieu des grands. Donc aujourd'hui,
la position que Dieu a dans mon cœur n'est pas comparable à autre chose. Oui, Dieu occupe la première place et le reste vient après. Message à l'endroit des jeunes? Vous savez, message à l'endroit des jeunes, nous voulons aujourd'hui une jeunesse responsable. Une jeunesse qui mérite la confiance. Que cette jeunesse, n'est-ce pas, puisse consolider cette confiance. Et c'est ça, c'est une jeunesse qui travaille, une jeunesse qui n'attend pas, mais qui apporte. Pourquoi? Je prends l'exemple de moi-même. Certains m'en veulent. On a l'impression, parce que certains disent que tel est dans tel ordre, il est dans ceci, il est dans... Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est le travail. C'est-à-dire que si vous balayez à tel point que lorsque quelqu'un viendra, trouve que vous avez bien balayé. Vous êtes le Et meilleur. je vous dis que vous êtes le meilleur. Et je vous dis que dans chaque activité, il y a des avantages. Celui qui travaille à Isaka, qui ramasse la poubelle tous les jours, a des avantages. Il sait ce qu'il trouve comme avantage en ramassant la poubelle. Tout à fait. Bon, tout ce que la parole de Dieu nous enseigne, que tout ce que ta main trouve, fais-le. Et fais-le de bon cœur. Donc, tout ce que ta main trouve, tu le fais. La jeunesse doit mériter la confiance que le chef de l'État. Le chef de l'État a rendu les choses disponibles pour que la jeunesse soit responsable et que la jeunesse puisse travailler. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a certains jeunes qui font le choix. Le choix, c'est que je ne peux pas faire ça. Je peux faire ceci. Vous savez, nous sommes issus d'une jeunesse qui est arrivée et a trouvé qu'il n'y avait plus de concours, il n'y avait rien, il n'y avait pas ceci. Et c'est cette jeunesse qui a réussi. Cette jeunesse a réussi, pourquoi? Parce qu'il y a eu, au départ, on n'avait pas préparé, nos aînés n'ont pas préparé la relève. C'est-à-dire que quand on arrête les concours, on arrête les recrutements, beaucoup de jeunes se sont retrouvés au quartier en train de faire, ici vendre les cahiers, ici faire le taxi, ici faire des petits métiers. Et on se trouve qu'aujourd'hui, ceux qui faisaient ces petits métiers sont assis aujourd'hui. Or, cette jeunesse qui vient après nous, on n'a pas eu la main tendue des aînés. Hein. Les aînés n'ont pas préparé la relève. Nous nous sommes battus de nous-mêmes. Aujourd'hui, les autres doivent voir, nous devons servir d'exemple de ceux qui viennent après nous. Donc, ce que je dis à la jeunesse, c'est que la jeunesse a des talents, parce que Dieu a rendu disponible les talents à tout un chacun, mais il faut savoir développer ces talents pour mériter la place dans la société. Merci d'être venu visiter Manège. Merci de nous avoir reçus chez vous. Nous vous souhaitons très bon vent et surtout beaucoup de courage. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus encore chez vous, comme nous l'avons dit. Et ne décrochez pas surtout parce que les programmes de la CRTV au cœur de la nation continuent. Bonne journée.